Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous commençons aujourd'hui avec l'audition de monsieur Jean-Luc Arousseau, président depuis 2010 du Collège de la Haute Autorité de Santé. Je rappelle que la Haute Autorité de Santé, définie par la loi comme une autorité publique indépendante à caractère scientifique, a entre autres missions l'évaluation du service attendu des produits, actes et prestations de santé, la détermination des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles et la définition des modalités d'accréditation des professionnels. Nous sommes donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, au cœur de notre sujet. La commission d'enquête a souhaité, Monsieur le Président, que notre réunion d'aujourd'hui soit ouverte au public, la foule se bat, et à la presse. Un compte-rendu en sera publié avec le rapport. Son enregistrement en vidéo, que vous avez accepté, sera diffusé sur le site du Sénat. J'attire l'attention du public, mais il n'est pas là, donc je vais passer là-dessus. J'en viens à notre réunion. Je rappelle à l'attention de M. Jean-Luc Arousseau que notre commission d'enquête s'est constituée sur la base d'une initiative de notre collègue Jacques Mézard, président du groupe RDSE. M. Mézard a donc tout naturellement été chargé du rapport de cette commission qui sera remis début avril 2013. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander à M. Jean-Luc Arousseau de prêter serment. Je lui rappelle, mais est-ce utile, qu'un faux témoignage devant notre commission est passible des peines prévues aux articles L 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Monsieur Arousseau, nous allons vous lever. Prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Monsieur le Président, après votre exposé introductif, Monsieur Mézard, notre rapporteur, ainsi que les membres de la commission vous poseront les questions qu'ils souhaiteront. Je vous laisse, Monsieur le Président, la parole. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole et je vous remercie de votre introduction qui a permis de rappeler brièvement à la fois le statut de la Haute Autorité de Santé et ses missions. Alors je pense très important en introduction de vous dire comment le statut de la Haute Autorité de Santé limite un peu la contribution que je vais être amené à faire. Et d'ailleurs, pour vous dire très sincèrement mon point de vue, quand j'ai appris que vous souhaitiez m'entendre, je me demandais si ce n'était pas le médecin cancérologue que vous vouliez entendre, et encore plus le médecin nantais, président fondateur de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, puisqu'il ne vous a pas échappé que dans le dernier numéro de Sciences et Avenir, l'Institut de cancérologie de l'Ouest que j'ai contribué à créer, qui est né de la fusion des deux centres anticancéreux de Nantes et d'Angers, a été impliqué ou incriminé, je ne sais pas, dans des pratiques favorisant l'introduction de dérives sectaires à l'hôpital. Je vous coupe 2 secondes pour vous dire que nous allons certainement auditionner l'oncologue d'Angers et l'hôpital d'Angers sur le sujet. Très bien. Parfait. Alors, je n'interviens bien sûr pas sur ce sujet, mais effectivement, au départ, je me suis dit, tiens, ils doivent vouloir l'avis d'un spécialiste. Et c'est vrai que, comme je le rappelais au sénateur Vaugrenard sur le chemin de la salle Clémenceau, dans mon exercice passé, j'ai dû être confronté à des dérives sectaires sans trop le savoir, puisque j'ai effectivement assez souvent été confronté au problème de patients ou de familles de patients se soustrayant au traitement ou demandant la possibilité d'avoir recours à des habitudes thérapeutiques différentes, à des traitements différents. Alors à l'époque, on appelait ça, entre guillemets, la médecine parallèle. On ne suspectait pas qu'il puisse y avoir des sectes derrière, mais bon, en lisant notamment le rapport de la mission sur les dérives sectaires, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était des points d'appel. Voilà, alors bon, j'ai compris que c'est le président de la Haute Autorité de Santé que vous souhaitez entendre. Alors, je voudrais, dans l'exposé introductif, appuyer sur le statut que vous avez rappelé, c'est-à-dire autorité publique indépendante, mais surtout à caractère scientifique. Alors, dans le terme haute autorité, il y a le mot autorité, et il s'agit d'une autorité publique
qui, par définition, a une mission d'aide à la décision. Nous n'avons pas de mission de sanction et même nous n'avons pas de mission normative. Nous avons simplement une mission d'aide à la décision. Et donc ce que nous essayons de faire, c'est d'une part d'établir l'état de l'art selon les données de la science, et d'autre part de promouvoir dans tous les champs d'action de la santé la qualité des soins et la sécurité des patients, mais en nous appuyant sur les données de la science. Et je voudrais insister là-dessus. Vous avez rappelé que c'était une autorité à caractère scientifique, et donc la Haute Autorité de Santé est née sur une démarche qu'on appelle en anglais evidence-based medicine et qui est donc fondée sur la médecine par les preuves. Donc toutes nos actions s'appuient sur l'état de la littérature nationale et internationale, sur les données scientifiques telles qu'elles ressortent des sociétés savantes ou des expériences des uns et des autres. Et dans les domaines où nous n'avons pas cet appui scientifique evidence-based, nous essayons d'avoir des avis se rapprochant le plus possible de la science et selon les techniques de consensus formalisé, en écoutant l'ensemble des parties prenantes. Alors, c'est vrai qu'on a réfléchi à un certain nombre de domaines qui ne sont pas de la médecine traditionnelle, et je vous en dirai un mot, mais en introduction, je pense de mon devoir de vous dire que sur beaucoup de sujets, dans la mesure où nous intéressons essentiellement à des problématiques scientifiques, et dans la mesure où il y a j'allais dire, une transparence et voire même un désir de se soumettre à l'évaluation de nos principaux on va dire clients, c'est vrai que le domaine des dérives sectaires, qui par définition est un domaine non scientifique et par définition est un domaine caché, échappe en grande partie à notre action. Alors ceci étant dit, je voudrais peut-être revenir sur les différentes missions que vous avez rappelées et voir en quoi nous avons pu ou nous pourrions intervenir dans la détection de dérives sectaires et dans la prévention de ces dérives. Encore une fois, il ne peut s'agir que de recommandations, de conseils, d'évaluation, et il ne s'agit en aucun cas, nous n'avons pas les pouvoirs réglementaires pour cela, il ne s'agit pas de sanctionner ou d'empêcher. Nous n'avons pas de pouvoir de discipline, et en ce sens, nous sommes différents des conseils de l'ordre, par exemple, médicaux ou paramédicaux, qui ont une compétence disciplinaire, et puis nous sommes évidemment différents des directions du ministère qui, par définition, ont des pouvoirs d'autorisation ou d'interdiction, plus généralement des pouvoirs de police. Nous sommes aussi différents d'un certain nombre d'autres institutions sanitaires qui interviennent sur des sujets proches des nôtres, comme l'ANSM, l'Agence nationale pour la sécurité des médicaments, ancienne AFSAPS, qui a le pouvoir de police du médicament et qui a le pouvoir d'accepter ou d'interdire des médicaments. Nous n'avons pas ce pouvoir, nous n'avons qu'un pouvoir de conseil. Alors, si on prend nos missions, vous avez rappelé que la première de nos missions, c'est l'évaluation des produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux et actes médicaux. Et l'objectif que nous avons, c'est d'évaluer ces produits de santé au regard des thérapeutiques existantes, médicaments existants, dispositifs médicaux existants, actes médicaux, pour savoir quel est leur intérêt et pour savoir s'ils justifient l'effort de la collectivité pour leur remboursement. Enfin, donner un avis, quand cela est nécessaire, sur le prix qui sera remboursé. Cette action, évidemment, limite nos possibilités dans le domaine des dérives sectaires, puisque un certain nombre
pratiques qu'on appelle les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique sont évaluées, mais beaucoup d'autres ne le sont pas. Et ceux qui les pratiquent ne souhaitent pas qu'elles soient évaluées. Alors, c'est ça notre difficulté en matière d'évaluation de pratiques non conventionnelles. On peut considérer que c'est plutôt dans ces pratiques que les dérives sectaires pourraient s'exercer, encore que l'exemple que je prenais en introduction montre qu'on peut infiltrer le champ de la médecine conventionnelle, en particulier en profitant de la détresse des patients. Et j'ai compris que la mission Miviludes avait axé sur des populations particulièrement à risque parce que particulièrement fragiles, comme les patients atteints de cancer ou les patients atteints de maladies psychiatriques, mais la mission a également insisté sur les patients qui ont recours à des thérapeutiques alternatives. Donc on peut effectivement considérer que ces pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique peuvent faire, pour certaines d'entre elles, le lit de dérives sectaires. Alors je voudrais bien insister sur le fait qu'il y a des pratiques non conventionnelles qui se sont beaucoup développées et qui souhaitent être évaluées, qui sont pratiquées par de nombreux médecins qu'on appelle les médecins à exercice particulier, les MEP. Il y a au moins 11 000 médecins à exercice particulier qui sont soit pour la totalité de leur activité, soit pour une partie de leur activité centrée sur des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, mais beaucoup d'entre elles ne peuvent pas, me semble-t-il, être accusées de dérives sectaires. Elles sont fondées sur des principes qui ne sont pas ceux de la médecine occidentale, mais qui sont quand même évalués scientifiquement. C'est bien sûr le cas, par exemple, de l'acupuncture. C'est le cas de l'homéopathie, c'est le cas de la mésothérapie. Donc il y a une série d'approches thérapeutiques très largement utilisées, faisant l'objet d'une formation qui est officielle et qui sont des exercices différents de la médecine. Et je répète que ces pratiques peuvent être évaluées, sont évaluées, nous les avons évaluées. Alors même si nous sommes souvent confrontés à la difficulté à laquelle je faisais allusion en introduction, qui est celle de l'évaluation scientifique et de la médecine par les preuves, puisque souvent ces stratégies n'ont pas le même degré de preuve que des approches plus traditionnelles. Donc c'est pour une partie limitée des pratiques non conventionnelles que se pose principalement le problème. Et ces pratiques non conventionnelles, on va dire peu répandues et presque cachées, en fait, eh bien, nous n'avons pas eu l'occasion de les évaluer. En tout cas, on ne nous a pas demandé de les évaluer. Et on peut penser que ceux qui les pratiquent ne souhaitent pas qu'elles soient évaluées. Donc voilà notre problème principal pour l'évaluation des pratiques non conventionnelles, c'est le problème de les appréhender, quelles sont celles qu'il faut évaluer, et de savoir comment les évaluer, puisque par définition, nous n'avons pas de données scientifiques pour le faire. Un point que je souhaiterais peut-être développer concernant ces pratiques non conventionnelles, c'est le fait que parmi nos missions, nous avons celle d'évaluer des actes à visée d'inscription à la nomenclature. Et généralement, ces actes, alors soit c'est l'assurance maladie qui demande de les évaluer, soit c'est les sociétés savantes, voire des associations de patients. Et effectivement, là, il y a peut-être une porte d'entrée si on considère que les demandeurs souhaitent une inscription à la nomenclature. Je pense personnellement que les dérives de type sectaire ne seront pas l'objet de demandes d'inscription à la nomenclature. Je pense qu'elles resteront le plus possible cachées. Mais néanmoins, je souhaite attirer votre attention sur le fait que nous avons des demandes qui proviennent d'horizons assez variés. Alors, des associations, les associations, elles sont agréées normalement. Donc, évidemment, nous n'étudions les dossiers qu'en provenance d'associations agréées. Et puis, il y a les sociétés savantes, dont
beaucoup ont pignon sur rue, mais néanmoins, il me semble que la législation sur les sociétés savantes est très énigmatique. Et donc, nous avons des sociétés savantes qui finalement n'ont de savant que le nom. Et donc, peut-être que par là, il y a un moyen d'introduction. Mais je répète qu'à partir du moment où on nous demande de faire une évaluation à visée d'inscription à la nomenclature, a priori, on ne peut pas suspecter une dérive sectaire. Alors, il reste un dernier point qui est les demandes qui proviennent de la Direction générale de la santé pour l'évaluation de techniques non conventionnelles. Et ce que on nous demande d'évaluer, c'est la dangerosité. Alors ça, en particulier, était le cas de techniques à visée esthétique, dont je ne dis pas, j'appuie fortement sur le nom, je ne dis pas qu'on peut les suspecter de dérives sectaires. Hein. Ce n'est pas parce que des personnes veulent avoir recours à la chirurgie ou à la médecine esthétique ou aux pratiques esthétiques qu'elles sont l'objet de dérives sectaires. Non, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il peut arriver qu'on nous demande notre avis sur la dangerosité de certaines pratiques non conventionnelles. Et la difficulté que nous avons rencontrée pour les actes à visée esthétique et que nous rencontrerons si on nous demande d'évaluer des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, ça sera évidemment la dispersion des moyens utilisés, comme c'était le cas pour les interventions à visée esthétique, la dispersion des acteurs, l'absence de contrôle sur les diplômes et les formations, et puis évidemment l'absence de données scientifiques pour évaluer ces techniques. Donc voilà, sur ce premier chapitre qui est l'évaluation des produits de santé, je suis au regret de dire que on n'a pas d'idée finalement de ce que sont ces pratiques non conventionnelles cachées. Et à vrai dire, on ne sait pas très bien comment les évaluer. On a la possibilité d'autosaisine, donc on pourrait très bien s'autosaisir. Dans le rapport de la Miviludes, il y a toute une série d'actes ou de techniques qu'on peut considérer comme potentiellement sectaires, mais si vous voulez, elles sont un très grand nombre, et pourquoi faire celle-là plutôt que telle autre? Voilà, tel est notre problème. Alors le deuxième point de notre action, c'est l'amélioration de la qualité des soins, de la sécurité des patients, qui est, disons, le point essentiel pour nous, et qui se décline en différentes actions. La première d'entre elles est la certification des établissements de santé. Alors, évidemment, la certification des établissements de santé ne s'est pas attaquée spécifiquement au problème des dérives sectaires potentielles à l'hôpital. Néanmoins, en réfléchissant au sujet, nous avons considéré qu'il y a au moins un point de l'actuelle certification qui pourrait rendre service dans la détection de risques de dérives sectaires. Parce que c'est un peu ça finalement que vous nous demandez, c'est comment est-ce qu'on peut aider à l'alerte sur des dérives sectaires. Alors, bon, d'abord, je répète qu'il y a des populations à plus haut risque, et c'est vrai que les établissements, par exemple, qui prennent en charge une majorité de patients cancéreux, ou les établissements qui prennent en charge des maladies psychiatriques, doivent être particulièrement sensibilisés. Mais même des établissements généraux, de MCO, peuvent éventuellement faire l'objet de telles attaques. Et donc, dans les critères de la certification actuelle, il y en a un qui éventuellement pourrait aider, peut-être en le reformulant différemment, qui est le critère 6A du manuel de certification, qui est consacré à la sécurité des biens et des personnes. Et donc le manuel se déroule en 3 étapes. Premièrement, prévoir. Deuxièmement, mettre en œuvre. Troisièmement, évaluer l'action. Et donc la prévision, c'est de définir des situations mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes. Et donc de mettre en œuvre des actions et ensuite d'évaluer ces actions. Donc c'est un peu loin, évidemment, mais si on considère qu'il y a, notamment dans des hôpitaux à risque, comme les centres anticancéreux ou les centres qui ont beaucoup développé la prise en charge de patients cancéreux, ou dans les établissements psychiatriques, on pourrait peut-être mettre plus l'action sur ce critère 6A du manuel de la certification actuellement en usage. Alors le deuxième
aspect de la certification auquel nous avons pensé, et là encore c'est très indirect, c'est que il m'a semblé en lisant le rapport que c'est les patients les plus fragiles qui sont finalement les plus sensibles aux interventions extérieures pouvant entraîner à des dérives de type sectaire. Et c'est en particulier les personnes âgées, les personnes handicapées. Et il se trouve que nous avons depuis 2010, et en particulier dans la certification actuellement en cours, insisté sur la bientraitance. Quelquefois, enfin, j'imagine, hein, je n'ai pas d'expérience, mais j'imagine que les dérives sectaires peuvent profiter de personnes qui ont eu une mauvaise expérience de l'hôpital ou qui se considèrent maltraités à l'hôpital. Je voulais juste porter à la connaissance des membres de la mission sénatoriale que nous avons, d'une part, dans la certification actuelle, un chapitre consacré à la bientraitance, et surtout, nous venons de faire avec la FORAP, qui est la Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l'amélioration des pratiques et l'organisation en santé, un guide destiné à favoriser la bientraitance dans les établissements de santé. Et donc c'est un guide qui recense toute une série d'outils permettant aux professionnels de santé de s'auto-évaluer, d'analyser les situations qui permettent de déterminer des situations potentiellement à risque de maltraitance et d'en déduire les actions possibles. Donc voilà, c'est une petite piste, et je le répète, très indirecte, mais qui pourrait peut-être permettre d'agir sur les populations à haut risque. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients, nous avons, comme vous l'avez rappelé en introduction, une action sur la certification des professionnels à haut risque, enfin qui travaillent dans des spécialités à haut risque. Alors qui ne me semble pas directement concerné par le sujet, mais dont je souhaite vous informer. Il s'agit en fait de chirurgiens, d'anesthésistes ou de médecins qui travaillent dans des spécialités à haut risque d'effets secondaires pour le patient et qui sont entrés dans une démarche d'accréditation en échange d'une aide financière de l'assurance maladie pour payer leurs responsabilités civiles professionnelles. Donc on a 10 000 médecins qui sont engagés dans cette accréditation, mais ce qui est intéressant, c'est que l'accréditation repose sur deux piliers qui sont la formation continue et l'évaluation et l'amélioration des pratiques professionnelles. Et que ça incite les professionnels à déclarer des événements porteurs de risques. Alors, comme vous le savez, depuis la loi HPST, mais le décret d'application a tardé, et la mise en route est difficile à cause de la complexité du système. Enfin, je pense qu'en 2013, le développement professionnel continu DPC sera mis en place, qui est une obligation individuelle pour tous les professionnels de santé et qui finalement est une démarche assez proche de notre accréditation qui associe la formation professionnelle d'un côté et l'amélioration des pratiques professionnelles de l'autre. Alors, sur le volet formation, la Haute Autorité de Santé n'a pas de mission spécifique. Elle a une compétence générale en matière de formation continue et bien sûr de nombreuses de ses actions visent à jouer un rôle en matière de formation continue, mais dans le cadre du DPC, elle ne définira pas les programmes. Elle donne simplement le cadre, la méthodologie, mais les programmes seront définis par les organismes de DPC. De la même façon, l'amélioration des pratiques professionnelles, et en particulier la déclaration d'attitudes porteuses de risque, d'événements porteurs de risque, seront définis par les professionnels, mais sur une méthodologie HAS. Alors, après, peut-être qu'on peut, spécialité par spécialité, métier par métier, orienter le programme de DPC pour qu'il puisse éventuellement contrôler les organismes de formation, parce que l'un des problèmes des dérives sectaires, c'est la formation, sur laquelle on a absolument un contrôle, donc s'assurer... Bon, alors je sais que
En même temps que je dis ça, je sais qu'il y a des limites, puisque si on fait une formation qui n'est pas autorisée, on ne va pas aller la déclarer. Mais au moins qu'on puisse avoir une démarche positive et que les médecins qui sont susceptibles de s'engager dans de pratiques non conventionnelles et plus sujettes à dérive puissent être incités à une action positive en matière d'évaluation de leurs pratiques. Le troisième et dernier point que je souhaiterais aborder avec vous sur les actions possibles de la Haute Autorité de Santé est un point très délicat, mais qui est probablement une porte d'entrée dans les sectes importantes, qui est évidemment le contrôle des sites Internet. Nous avons une mission officielle de certification des sites Internet, alors que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, que nous faisons par l'intermédiaire de l'association Health on the Net, association suisse, HON. Et à vrai dire, nous avons, je pense, certifié près de 1000 sites de santé. Et nous avons porté une réflexion sur ce travail pour dire, j'imagine que ça ne va pas vous satisfaire, mais pour dire que notre mission de certification ne nous plaît pas beaucoup. Nous ne pensons pas que nous la faisons dans de bonnes conditions. Pourquoi? Parce que nous certifions essentiellement le contenant. C'est-à-dire que nous vérifions que les sites ont un certain nombre de déclarations conformes à la déontologie, et en particulier conformes au respect des conflits d'intérêts, enfin à la prévention des conflits d'intérêts. Bon, un certain nombre on va dire, de critères plus organisationnels. En revanche, compte tenu de leur multitude, il nous est absolument impossible de vérifier le contenant. Alors, partant de ce principe, il nous a semblé que notre mission de certification était imparfaite. Et en particulier, si vous souhaitez que nous allions vérifier tous les sites qui sont des appels aux dérives sectaires, d'abord, on n'est pas armé pour le faire au plan de notre personnel, mais ensuite, on n'a pas réellement les compétences. C'est-à-dire que pour évaluer du contenant, il faut avoir des compétences médicales multiples. Et donc, on est obligé de faire appel à des experts. Et sincèrement, on a abandonné au point qu'on ne va sans doute pas prolonger notre contrat avec Health on the Net. On les en a informés. Et ils sont évidemment très mécontents parce qu'on est un de leurs clients principaux. On les paye, hein. Donc on est un de leurs clients principaux. Alors c'est pas tellement, ça pourrait être pour des raisons budgétaires qu'on le fait, mais c'est surtout parce que le travail n'est pas satisfaisant. Alors évidemment, dans la mesure où c'est un devoir qui nous a été confié par la loi, ça implique qu'il y ait une modification de la loi, et donc nous suggérerons quelque chose en remplacement. Alors ce que nous suggérons en remplacement, c'est plutôt d'éduquer les internautes. C'est-à-dire, pour être très honnête, les internautes, ils se moquent du label HON. Ils vont voir ce qu'ils veulent, que ce soit certifié ou pas certifié, comme vous l'imaginez. Donc, ce qu'on voudrait, c'est essayer de communiquer des critères de qualité, de donner des repères qui existent d'ailleurs. On a des recommandations en matière de qualité des sites de santé. Mettre en place un référentiel d'évaluation et évaluer nous-mêmes un certain nombre de sites. Alors, bon, bien sûr les principaux, hein, ceux qui sont le plus consultés, mais éventuellement, si ça a été le souhait de votre mission, on pourrait, mais ne nous demandez pas de les évaluer tous, demandez-nous d'en évaluer quelques-uns qui vous paraîtraient particulièrement suspects. Donc voilà, nous ne souhaitons plus utiliser le label HON, et évidemment, nous ne souhaitons pas être limités par le volontariat des sites, puisque par définition, les sites suspects ne vont pas être volontaires. Donc voilà, nous ferons probablement une proposition de type législatif, hein, puisque c'est une mission qui nous a été confiée par la loi, pour modifier la loi, faire en sorte qu'on puisse avoir une action, alors qui ne sera pas exhaustive, mais qui sera plus, on va dire, opérationnelle, et finalement dans le corps de ce que nous savons faire, c'est-à-dire évaluer. Voilà, alors le dernier point que je voudrais mettre en exergue avant de répondre à vos questions, c'est un corps de mission capital qui fait, je dirais, toute l'histoire de la HAS et de son prédécesseur, l'ANAS, qui est le chapitre des recommandations de bonnes pratiques.
Bon, ce chapitre est vaste. Et d'ailleurs, on a de la peine à l'actualiser, ce qui fait qu'on est actuellement en train de réfléchir à d'autres modalités pour la rédaction des recommandations de bonne pratique. Alors, il est parfois complètement centré sur des maladies ou sur des pratiques très conventionnelles. En règle générale, dans nos recommandations et dans nos guides, il n'y a jamais de mise en exergue des pratiques non conventionnelles. Il y a une mise en exergue des pratiques non médicamenteuses. Par exemple, nous poussons fortement au respect des règles hygiéno-diététiques concernant les habitudes alimentaires, la prise d'alcool, le tabac, bon, pour un certain nombre de pathologies. Donc c'est ce que nous appelons les thérapeutiques non médicamenteuses. En revanche, nous ne recommandons je ne pense jamais, ou vraiment à titre exceptionnel, peut-être dans le cancer, des actions telles la sophrologie, par exemple, mais qui sont d'ailleurs, je pense, des activités non conventionnelles qui ont pignon sur rue. Mais nous travaillons quelquefois sur des sujets qui sont plus sociétaux, plus transversaux, et par définition moins scientifiques, pour lesquels peut-être il y a plus d'appels à dérives sectaires, c'est possible. Donc pour l'avenir, je pense que nous serons amenés à travailler de plus en plus sur ces sujets de société et pourquoi pas travailler sur les risques de dérive. Bon, nous ne nous sommes pas autosaisis de ce type de sujet. Nous avons à ce jour travaillé essentiellement sur commande, principalement pour des pathologies bien traditionnelles, mais quelquefois sur des sujets plus transversaux. Je me demandais s'il n'était pas possible de réfléchir, et je dis bien réfléchir, parce qu'il faudra encore savoir avec quels acteurs il faudra travailler sur le sujet, mais à une recommandation pour alerter les médecins de possibles dérives sectaires provenant soit de leurs patients qui auraient été approchés ou bien de tel ou tel professionnel de santé. Alors c'est un sujet délicat parce qu'il ne faut pas qu'il soit évidemment l'objet de suspicions malvenues, mais bon, nous pourrions travailler, comme l'a fait la mission finalement, sur des façons de réfléchir aux signes d'alerte d'une possible dérive sectaire. Donc voilà en gros les différentes chapitres de nos actions sur lesquels nous pouvons avoir une petite influence dans la lutte contre les dérives sectaires à l'hôpital et en pratique de ville. Je reconnais que c'est un peu indirect, mais c'est à cause de notre statut d'autorité publique dont la mission, encore une fois, n'est pas de faire la police et de sanctionner, mais dont la mission est de donner des conseils scientifiques.